webinaire Culture RH. Si vous êtes présent, faites-nous signe dans le chat, comme ça ce sera le signe que tout fonctionne et qu'on est bon. J'attends de voir vos noms et vos bonjours apparaître. Je vois un premier bonjour. Bonjour Kelly, Cathy, Johanna, Florence, Emma, ça fonctionne. Super. Écoutez, moi je suis très heureuse de vous retrouver. C'est le dernier webinaire du mois de juin et on clôture ce mois de juin en beauté. On est super ravis de retrouver de nouveaux intervenants pour aborder un sujet crucial qui sont les avantages sociaux. Mais avant de vous en dire plus, je vais inviter Christophe et Céline à se présenter en quelques mots. Qu'est-ce qui se lance en premier alors? Qui se présente? C'est toi, Céline. Allez, Je me lance. allez Donc, Céline, vas-y. bonjour à tous, Céline Denis. Donc, moi, je suis responsable rémunération, avantages sociaux et People Analytics du groupe BNP Paribas. Je suis dans le groupe depuis une vingtaine d'années. Au départ, j'avais plutôt une culture assurantielle et puis je suis passée dans ce monde-là. Et puis, je suis aussi board advisor de Mucho, qui est une solution qui est soutenue par BNP Paribas. Donc, j'ai l'occasion d'échanger avec Christophe sur les problématiques d'avantages sociaux et puis sur l'occasion aussi de challenger ces pratiques. Donc, c'est très intéressant. Super, top. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et puis Christophe, qui est, disons-le, à l'initiative de ce sujet, qui nous dira après pourquoi ce sujet. On t'écoute. Bonjour à tous, Christophe Doré. Donc moi, je suis président et cofondateur de Mucho. J'ai un passé d'entrepreneur pendant 15 ans et j'ai travaillé pendant une bonne dizaine d'années au début de ma carrière dans ce sujet-là des avantages sociaux et dans le monde des ressources humaines en général, avant de passer sur la partie paiement et monter des startups sur ce sujet-là. Et merci de vous être connectés et merci de l'intérêt que vous portez à notre étude. Merci à tous, merci à vous deux et merci à tous d'être connectés. On est là pour à peu près 3/4 d'heure, 1 heure ensemble pour aborder ce sujet des avantages sociaux sous le prisme Mucho et de leur étude. Si je dis pas de bêtises, une des premières en France qui porte sur ce sujet. N'hésitez pas à poser vos questions. Je le dis à chaque fois, mais ce webinaire, c'est votre webinaire. Donc, profitez-en, réagissez. Moi, je me ferai votre relais auprès de Christophe et Céline. Et puis, c'est parti. Déjà, est-ce que, Christophe, tu peux un peu nous briefer sur déjà quelques mots sur Mucho et pourquoi cette étude, pourquoi cette initiative voilà, brief-nous un petit peu, qu'on sache un peu où est-ce qu'on met les pieds aujourd'hui. Alors, pourquoi on a fait cette étude? Alors, nous, Mucho, et là vous l'avez sur la slide, en fait, nous on a trois, dans nos plateformes, en fait, on s'occupe des avantages salariés sur trois verticales. La première verticale, ça va être sur la partie avantages prépayés, dans lequel on retrouve un certain nombre d'avantages salariés assez classiques autour du pouvoir d'achat, le titre restaurant, tout ce qu'on retrouve en fait dans les CSE, ce genre de choses. On fait également de la protection des salariés on est courtier en mutuelle santé prévoyance collective et on lance également deux fonds interentreprises pour l'épargne salariale pour aider à préparer l'avenir, on va dire, des collaborateurs. Et notre cible, c'est plutôt des sociétés ou de PME jusqu'à grande ETI. Dans les grands groupes comme Céline, en fait, on est bien équipé, on a beaucoup d'expertise et souvent on n'a pas trop besoin de mucho, ou en tout cas on n'a pas grand-chose à apprendre à des gens comme les équipes de Céline. Alors pourquoi on a fait cette étude? Parce qu'en fait, pour nous, il était intéressant de décrypter un peu les tendances et essayer de voir si les avantages salariés, comme ils existent aujourd'hui dans les entreprises, sont bien portés. Est-ce qu'ils font partie des sujets stratégiques dans les entreprises et est-ce qu'ils sont bien perçus comme tels faits par les collaborateurs des directions des ressources humaines ou des directions générales pour certains. Et on va voir très vite qu'en fait, il y a des choses assez intéressantes qui sortent. Pour mettre rapidement en fait les plots autour de cette étude, ça a été mené par Harris Interactive Toluna, donc ces gens qui ont une réputation et qui ont un certain savoir-faire sur le sujet, auprès de 300 dirigeants d'entreprise, de 10 à l'infini. Et les résultats ont été évidemment redressés pour que ça soit conforme en fait à la cartographie, on va dire, des tailles d'entreprise et des effectifs que l'on peut retrouver en fait aujourd'hui en France. Voilà. Je vous propose qu'on rentre directement Allez, dans le sujet. Si c'est ça te parti. va, Anaïs, c'est bon. Ça me va parfaitement, on y va. Allons-y. Les avantages salariés, c'est un acquis social, mais il y a des disparités persistantes dans les pratiques entre les entreprises. On va voir ça, puis après on va pouvoir avoir l'avis de Céline sur le sujet. Qu'est-ce qu'on retire un peu de l'étude? La première chose, c'est que
on a demandé en fait aux entreprises qu'est-ce que vous avez mis en place, et puis on a listé en fait un certain nombre d'avantages salariés que vous connaissez tous. Et ce que l'on voit, c'est que ce qui a été mis en place aujourd'hui, ça tourne souvent autour de ce qui est réglementaire, sur des socles de base qu'on peut avoir par exemple comme la mutuelle, la prévoyance, mais également des remboursements de transport. Donc là, il y a une forte adhésion on va, des entreprises sur ces sujets-là, et pourquoi? Parce qu'ils sont obligés de le faire. Et puis plus on va descendre, plus on va trouver en fait de l'ingénierie sociale fait par exemple les employeurs. Et on va retrouver par exemple des choses qui sont un peu moins naturelles à mettre en place, comme l'aide au sport, par exemple les équipements sportifs. On va retrouver plutôt sur des petites sociétés où en fait on va mettre le sport collé à la culture de l'entreprise et moins à la culture RH en soi comme un avantage social. Il y a une sous-représentativité, par exemple, du titre au restaurant qu'on retrouve à 35%. Mais ça, c'est logique et normal puisque tout le monde n'est pas équipé de titre au restaurant. Il y a des gens qui ont des restaurants d'entreprise ou alors des primes paniers conventionnels, ce qui fait qu'en fait, ça reste quand même une très grosse partie, on va dire, de l'effectif qui est bien équipé. Ça devient un must-have, hein, le titre restaurant. Vous êtes dans une zone urbaine, si vous ne l'avez pas, vous n'avez pas un package compétitif. Et ça veut dire que les 64 qui ne l'ont pas, c'est sûrement parce qu'ils ont autre chose, mais rarement parce qu'ils n'ont rien. Voilà. Et puis, on revoit quelque chose assez intéressant, l'intéressement et la participation, 51% des gens qui l'ont mis en place. Sûrement aussi parce qu'en fait, il y a un sujet réglementaire, mais également parce qu'il y a un boost de de la prime de partage de valeur depuis cette année. Et ce que je propose, c'est que Céline, peut-être tu puisses commenter cette slide, en tout cas, ou voir peut-être 2-3 enseignements, ou faire un comparatif avec ce que toi tu vois à la BNP. Alors, effectivement, ce que tu disais, Christophe, on voit que les entreprises sont très équipées sur ce qui est obligatoire, la mutuelle, la prévoyance. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir une mutuelle de qualité au-dessus du socle de base. Je pense qu'on a tous à cœur, en tant qu'employeur, hein, de proposer des dispositifs qui vont bien couvrir les salariés dans les situations compliquées de la vie, soit la maladie, l'arrêt de travail. Et on reviendra plus tard dans l'étude hein, sur c'est vraiment des avantages sociaux qui sont très significatifs en termes de coûts, mais très significatifs aussi en termes de valeur ajoutée pour les collaborateurs, mais qui sont assez peu connus. Donc voilà, je pense qu'on reviendra sur la problématique plus tard. Après, c'est vrai que les sujets des tickets restaurants, moi je le vois hein, dans un groupe comme BNP Paribas, jusqu'au Covid, on en avait très peu en fait dans les fonctions centrales, puisque vous aviez votre cantine d'entreprise. Avec le télétravail, ben, vous allez de moins en moins au bureau et ben, on a réfléchi à mettre en place les tickets restaurants. Je trouve qu'en fait, c'est un super signal pour ben, l'ensemble hein, des collaborateurs. Les jeunes, je trouve que ça leur augmente vraiment leur pouvoir d'achat et ils trouvent ça vraiment très pratique d'avoir ces cartes tickets restaurants qui sont en plus très facilement utilisables. Donc, c'est vrai qu'on voit aussi que les problématiques d'avantages sociaux, eh ben, elles vont évoluer en fonction ben, des politiques, on va dire, de RH hein, des entreprises, le télétravail, on associe le ticket restaurant. Sur tout ce qui est transport, on avait avant les cartes remboursement hein, de frais de transport. Maintenant, on a beaucoup des passes mobilité qui permettent aussi d'étendre les champs des possibles en termes ben, de transport. Et puis, comme tu le disais, la prime de partage de la valeur, qui en plus maintenant, on peut l'investir on a l'obligation hein, quand on a des PE, de pouvoir investir dans les PE. Donc, c'est des choses, en fait, ben, toutes les évolutions nous permettent aussi de proposer de plus en plus d'avantages qui vont répondre ben, à différentes problématiques pour les collaborateurs. Protection en cas de problème, facilité au quotidien et puis constitution d'épargne à long terme. On voit que sur la prime de partage de valeur, on voit l'intéressement et la participation. Il y a 10 points pour dire non, ce n'est pas mis en place, mais c'est prévu. Là, je pense qu'on est complètement dans l'actualité depuis le 1er janvier, pour les sociétés de plus de 11 salariés ayant un résultat positif depuis 3 ans, l'obligation de mettre en place. Donc, je pense qu'on voit que le marché est en train de bouger sur ce sujet. On verra ça plus tard. C'est, je pense, un des avantages les plus puissants en termes de rétention des salariés. On voit d'autres choses assez intéressantes, puis après on passera peut-être sur les slides suivantes. Donc on a encore le véhicule de fonction qui, à mon avis, est quelque chose qui date il y a quelques années, qui est de moins en moins pratiqué. Et qui même parfois, en fait, on voit sur les sujets de véhicules de fonction, parfois on avait les véhicules statutaires qui pouvaient même intéresser parce que vous avez un certain statut, vous avez un véhicule de fonction. On voit que maintenant les habitudes hein, des collaborateurs pour se déplacer ont évolué.
Et on a de plus en Eh plus, oui. nous, de collaborateurs qui ne sont pas du tout intéressés par le véhicule de fonction, qui vont aller plutôt chercher d'autres avantages. Donc, il y a aussi ce sujet de flexibilité qui est intéressant, en fait, dans les problématiques d'avantages sociaux. C'est de vraiment avoir donné le choix aux collaborateurs d'avoir des avantages qui répondent vraiment à leurs besoins, à leurs usages. Et je termine Alors, sur cette juste, slide avec. oh, Pardon, vas-y. vas-y. Tu voulais Non, dire quelque chose, Agnès? oui, juste, j'allais dire que Florence demandait à partir de ce sondage combien d'avantages sociaux en moyenne sont proposés par l'entreprise, mais je pense qu'on va le voir justement après. Ouais. C'est ça? Voilà, je termine juste là-dessus Vas-y, avant de vas-y. répondre à Florence avec la slide. Il y a, vous voyez, la distribution de chèques vacances et de chèques cadeaux à 52%. Je pense qu'en fait, c'est aussi dû à l'échantillon. À partir de 50 salariés, on a un CSE. Le CSE, souvent, aide aux vacances. Et le cadeau, c'est les cadeaux de Noël, en fait. C'est un espèce de must-have du CSE. J'ai un CSE, j'aide pour les vacances et j'aide pour Noël. On retrouve ça un peu partout. Donc, aucune surprise, en tout cas, sur cette ligne-là. On peut peut-être passer à la Ok. suivante pour répondre à Florence, alors. Allez, c'est parti. Hop. 7,3 avantages salariés mis en place en moyenne sur les 15 recensés par l'étude. Qu'est-ce qu'on remarque? Quand on est une société de plus de 250 salariés, on tend vers 10 avantages, mais on retrouve des dispositifs plutôt réglementaires. Et puis après, on a la puissance de feu. Quand on a un grand groupe, en fait, l'histoire et les différentes négociations chaque année font qu'en fait, on empile des avantages. On pourra peut-être en reparler là-dessus. Les PME, ils en ont un peu moins, mais sont plus volontaristes. Je peux vous donner un feedback, nous, qu'on voit souvent chez Mucho. Dans les PME, si on a moins d'avantages, par exemple, on va monter à 100% de participation sur la mutuelle. Ou on va monter à 100% de participation sur le transport, la participation à l'abonnement de transport. Ou on va avoir des valeurs de titres restaurant, qui est quand même un must-have qu'on voit souvent, beaucoup plus élevées que dans les grands groupes. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va essayer de se démarquer par le fait d'avoir 2 ou 3 avantages que l'on fait ou sur lesquels on pousse très fort, et plutôt qu'avoir un catalogue beaucoup plus large. Il y a aussi le fait que sur les plus petites structures, on a moins de diversité de personnes dans les effectifs. Il est évident que sur un groupe de plus de 250 salariés, on va se retrouver avec des jeunes, Oui, des moins jeunes, on des va devoir bientôt à la couvrir retraite. Et donc, évidemment, davantage d'attentes. voilà. Hmm. Voilà. Et puis, le dernier point, c'est que tout ça, c'est quand même à 85% des dirigeants perçus comme quelque chose de prioritaire pour un quart d'entre eux. Mais en gros, les avantages salariés, c'est quand même pris en compte en fait par les dirigeants comme quelque chose d'important. Mais on va voir que c'est pas parce qu'ils pensent que c'est important que c'est perçu comme tel par les salariés. Je te laisse peut-être réagir si tu as quelque chose à dire là-dessus. Je partage totalement. C'est vrai que dans les structures un peu mûres, avec un nombre de collaborateurs assez élevé, on peut avoir un spectre d'avantages sociaux assez large. C'est le poids de l'histoire, c'est aussi, j'ai envie de dire, le poids des opportunités. Chaque année, vous réfléchissez parfois à comment augmenter votre gamme. Et puis, comme le spectre, hein, les collaborateurs que vous avez au sein de votre entreprise, ils peuvent être à différents moments de leur vie. Vous essayez de répondre à tous leurs besoins. Alors qu'effectivement, sur des petites structures, et nous, même si on est un grand groupe, on a aussi des petites structures. Je pense à Nickel, je ne sais pas si vous connaissez, mais Nickel, c'est les cartes que vous pouvez acheter que vous pouvez activer chez les buralistes. Ce type de structure, ils vont avoir des avantages sociaux plus ciblés qui correspondent vraiment à leurs salariés, qui ne correspondent pas à si on fait des personnaliers ou personnaliers moyens de la banque de détail ou de la banque d'investissement chez nous. Donc voilà, tout ça s'explique assez bien. Il y avait une question de Geneviève qui demandait quel est le montant moyen du titre restaurant. En France, il est de 10 euros, avec un peu plus fort sur Paris, un peu plus faible en province. Mais aujourd'hui, on est là-dessus. Et les transactions moyennes sur le titre restaurant, c'est aux alentours d'11,50 €. Donc un peu plus que la valeur du titre. Évidemment, les titres sont quasi au maximum de l'exonération lorsqu'on a une petite structure, parce que là, il y a vraiment l'optimisation fiscale qui joue à plein pot. Plus les groupes sont larges et plus il y a d'effectifs dans les groupes, plus la valeur faciale descend, parce qu'en fait, c'est un investissement qui est lourd. Participer même à 50 ou 60% sur une valeur faciale à 10 € dans un groupe comme BNP avec plusieurs dizaines de milliers de personnes, c'est tout de suite un très gros budget. Et par expérience, pour connaître très bien ce marché-là, c'est plus facile de le mettre au tout début que quand on a déjà 50 personnes ou 200 personnes dans sa boîte, parce que globalement, là, ça devient un budget, c'est un très gros investissement. Et quand on a mis le doigt dedans, on ne peut pas le retirer.
Par contre, c'est un super levier de négociation. On va arriver bientôt au NAO, un super levier de négociation. Et aujourd'hui, les entreprises commencent à le prendre dans les discussions en disant, bah voilà, on va mettre un peu sur le salaire et un peu sur la valeur du titre pour augmenter le pouvoir d'achat. Alors, mettre en place des avantages sociaux, c'est bien, mais il y a aussi tout un enjeu autour de la communication. Je pense que c'est le point suivant, Christophe, de l'étude. Oui. Ce décalage potentiel entre ce qui est dit et ce qui est fait, et surtout peut-être aussi le fait que derrière, il faut pouvoir communiquer aussi. Là, on a des stats qui nous disent que c'est pas forcément bien clair pour les salariés notamment. C'est ça. Donc, ce que ressort l'étude, c'est que 2 dirigeants sur 3 disent que c'est que globalement, ils mettent en place ce genre de dispositif et que les gens connaissent plutôt bien ça chez eux. Même les 3 quarts estiment communiquer suffisamment auprès des salariés. Puis après, on va regarder les salariés et il n'y en a que 40% qui disent, il y a 40% qui disent qu'ils connaissent mal, voire très mal, les avantages sociaux mis à leur disposition. Pourquoi? Alors, ça, c'est le sujet qu'on essaie de craquer chez Mucho. En fait, ce qui se passe, c'est que ces avantages salariés, qui sont parfois du réglementaire, on les retrouve un peu partout. Dans votre paye, dans une carte, dans un remboursement, dans un dispositif de, je sais pas moi, une autre carte à côté, etc. Ou dans un dispositif de formation sur une plateforme. Et donc, en fait, ils sont dispersés dans plusieurs back-office ou dans plusieurs supports. Et n'étant pas sur les mêmes supports, en fait, quand je suis salarié, j'ai du mal, en fait, à avoir une vision globale de tout ce qui m'est donné. Vous poser, alors, normalement, on est sur une population de RH, posez la question à vos salariés et demandez-leur à peu près combien ils ont chaque année sur les avantages sociaux. Vous allez voir, c'est étonnant. Ils en oublient souvent. La première chose qu'ils oublient, c'est la prévoyance. La prévoyance, déjà, ils n'y connaissent rien. On en reparlera tout à l'heure avec Céline, parce que c'est un sujet qu'elle connaît très bien. Ils n'y connaissent rien, ils ne savent pas à quoi ça sert, alors que c'est quand même, à mon sens, l'avantage salarié le plus important qui est versé par l'entreprise, même s'il est obligatoire. Je ne connais pas une entreprise qui se met au minima conventionnel. Ils sont souvent très au-dessus du minima conventionnel. Et c'est quand on a besoin de la prévoyance qu'on se rend compte que c'est très important. La mutuelle, c'est pareil. C'est pris sur la paie. Il y a une partie, on ne sait pas combien on est remboursé. Du coup, il y a une très grosse méconnaissance de la part des collaborateurs de ce qui leur est offert par l'entreprise. Et ça, c'est un vrai sujet, puisqu'en fait, l'effort financier qui est donné du côté de l'entreprise n'est pas perçu comme tel par le salarié. Et derrière tout ça, on a les sujets de rétention ou d'attraction sur le marché du travail, avec une pyramide des âges qui, en ce moment, est totalement défavorable, puisqu'il y a de plus en plus de gens qui vont partir à la retraite, de moins en moins qui vont rentrer sur le marché du travail, et qui plus est, des métiers qui sont en train de se transformer totalement, avec une pénurie de main-d'œuvre ou de talents sur le marché. C'est ça qu'on retiendra de cette étude, c'est que tout le monde dit que c'est super, mais de l'autre côté, c'est pas perçu comme tel, et il faut essayer de voir comment on peut faire pour justement mieux communiquer dessus. Il y a Stéphanie dans le chat sur qui dit... le décalage, moi je parle. Ah, pardon. Pardon, je crois qu'on a un léger décalage, c'est vrai. Pour le coup. Désolée. Je voulais juste rebondir sur un petit commentaire que faisait Stéphanie dans le chat, où elle dit clairement la prévoyance des salariés, ils s'en moquent quand on leur explique. Voilà, c'était juste la petite... Je pense qu'en fait, c'est vrai que les Français, on a la particularité, je pense, de ne pas vouloir être confrontés aux accidents de la vie. Donc, quand vous parlez à un Français de combien coûtera en cas d'accident, en cas d'invalidité, oui, on ne veut pas y penser. Il ne se pose pas la question et il n'a pas envie d'être confronté à ce sujet. C'est un peu la même problématique aussi sur la retraite. Vous faites un petit sondage dans la rue et vous demandez aux gens, alors quand vous serez en retraite, vous toucherez quel pourcentage de votre salaire? Généralement, globalement, les gens n'en ont aucune idée. Et nous, typiquement, sur la prévoyance, sur la mutuelle, sur la retraite, on fait pas mal de choses pour sensibiliser les collaborateurs au sujet. Alors, je pense qu'il faut faire des choses qui sont aussi parfois en lien avec l'actualité. Typiquement, la retraite, quand on parle de réforme, nous, on a surfé là-dessus pour faire des choses assez ciblées pour vraiment expliquer la retraite en quelques mots, qu'ils aient en fait quelques idées sur le sujet entre la retraite de la sécurité sociale, la charte l'ARCO et puis ce qu'ils peuvent avoir au niveau de l'entreprise. Et sur la prévoyance, on est confronté à la même situation parce que c'est vrai que quand vous dites ah, voilà, vous avez une super couverture de prévoyance, ils disent ok,
en fait, on s'en fout. Concrètement, ce qu'on a fait, nous, c'est des petits webinars où en fait, on a vraiment des personnes qui vont expliquer ce qu'est la prévoyance et comment s'active la prévoyance. Parce qu'il y a bien, enfin, à un moment, on est bien confronté quand on est dans la vie, vous êtes bien confronté. À un moment, vous avez bien un ami, une personne dans votre famille qui a un souci de santé, des décès accidentels. Et donc, on va vraiment sur des cas concrets d'explication en disant voilà, si vous arrive quelque chose, comment votre famille va être couverte, s'il arrive quelque chose voilà, à un de vos enfants. Enfin, voilà, on explique, on prend des cas très concrets, on vulgarise beaucoup. Et puis en plus, je pense qu'il y a un enseignement qui est souvent partagé par les profs et même par les parents. Je pense que quand on veut faire rentrer les choses dans la tête des gens, le succès, c'est la répétition. Donc c'est aussi pour ça, je pense qu'il y a ce décalage entre les dirigeants qui pensent qu'on communique assez sur les avantages sociaux et finalement les collaborateurs qui ne connaissent pas assez bien leur dispositif. C'est qu'il faut le faire de façon régulière. C'est parce que vous avez expliqué une fois aux collaborateurs quand il entre dans l'entreprise qu'il a une prévoyance et qu'il a une mutuelle, qui s'en souvient, qui sait comment l'activer, qui sait comment ça va jouer. Donc au-delà de la communication, il y a aussi leur faciliter l'accès aux dispositifs qu'on a mis en place. Et je trouve qu'on a vraiment un rôle d'éducation, en fait. Des efforts en termes de pédagogie sur. Et enfin, je trouve que ça tient même de l'employeur responsable, parce que pour tout ce qui est santé, prévoyance, on a ce rôle vraiment d'éduquer les collaborateurs sur comment ils sont couverts en cas de problème. Et Christophe, je pense que c'est un sujet d'outil. Désolée, il y a un petit décalage, Oui. donc du coup, quand je parle, on se parle par-dessus. Pardon, je voulais juste rebondir sur le commentaire de Marie-Lou. Tu y as répondu, mais je pense que ça peut intéresser d'autres personnes et ça fait du lien avec ce que Céline disait. Vas-y. Donc oui, Marie-Lou, très bonne question, en fait, puisqu'en fait, les avantages sont évidemment plébiscités différemment en fonction des générations. Sur les nouvelles générations, donc les plus jeunes, nous, ce qu'on observe chez Mocho et chez nos clients, c'est que ce qui est le plus plébiscité, c'est évidemment sur tout ce qui est pouvoir d'achat. Je pense que quand on rentre dans le marché du travail, ce qu'on veut, c'est le pouvoir d'achat et qu'on se soucie assez peu de sa santé, de sa prévoyance. Et tu as tout à fait raison, Marie-Lou. Je ne pense pas que ça les intéresse. Ils s'en moquent un peu. Ils peuvent le comprendre, mais à la fin, je ne suis pas sûr qu'ils soient très sensibles à ça. Sur la santé, un peu moins aussi. Le pouvoir d'achat est quelque chose qui est très important. Ou l'accès au sport, on en a parlé tout à l'heure, dans les petites sociétés, il y a il y a plein en plein de solutions qui se mettent en place pour l'accès au sport, le sport santé, etc. Et j'ai mis le partage de la valeur. Ça, c'est quelque chose qu'on voit arriver de plus en plus. Parce qu'il y a une volonté des nouvelles générations de dire il n'y a pas de raison que je travaille et que je ne sois pas récompensé au même titre que les entrepreneurs autour. Et donc, ils sont très sensibles au sujet de partage de valeur. Il y a aussi parce qu'en fait, c'est souvent une très bonne façon de mettre de l'argent de côté, aidé par son entreprise, abondé. Et c'est souvent ce qui va préparer l'achat d'un appartement, enfin, d'une résidence principale, voire payer son mariage, etc. Donc, les sujets de partage de valeur, de plan d'épargne d'entreprise, qui peuvent sembler en plus complexes à mettre en place et qu'ils ne sont pas tant que ça. Nous, ce que l'on voit, c'est que les gens qu'on a interrogés nous disent tous ça semble compliqué à mettre en place, mais qu'on l'a mis en place, alors on ne regrette pas. C'est exact. C'est une amplification de notre politique sociale qui est très très forte auprès des salariés. Donc, deux choses, tout ce qui est pouvoir d'achat et tout ce qui est partage de valeur. Très clair. Ouais, on avance peut-être à la suivante. Voilà. Vas-y. Alors, l'histoire de la gestion, parce que Céline en a parlé justement, on communique dessus une fois, puis parfois on oublie un peu derrière de reprendre le sujet. En fait, on pense que chez Mucho, on pense qu'en fait, un des sujets majeurs, c'est comment je vais gérer tous ces avantages pour éviter qu'en fait, ils soient dilués dans plusieurs back-office ou plusieurs plateformes. On a une très grande majorité des dirigeants qui jugent que c'est facile à gérer, mais il y en a quand même les 2 tiers qui disent que même si c'est facile, on pourrait peut-être l'améliorer. En fait, je pense que les dirigeants qu'on a interrogés, c'est pas eux qui gèrent. Je pense que c'est un peu ça le sujet. C'est-à-dire qu'en gros, dans les petites structures, c'est les comptables qui le gèrent. Dans les grandes structures, on interroge des dirigeants qui ont des équipes qui le font et c'est la paye, je ne suis pas sûr que Céline, tu passes beaucoup de temps à regarder comment est gérée la gestion de la mutuelle, ce genre de choses. Par contre, tu ne veux pas en entendre parler, donc on t'en parle pas. Mais voilà. Il y a de toute façon dans toutes les entreprises, petites sociétés ou grands groupes,
un sujet de comment on est capable d'optimiser tout ça avec une des promesses qu'on doit pouvoir faire à terme en fait à vous tous, c'est de dire si je vous mets un outil de gestion qui centralise tout, et c'est compliqué de le faire parce qu'on mélange les choux et les carottes, donc il centralise tout. Du coup, je pilote, et si je pilote, je valorise, et si je valorise, du coup, c'est mieux perçu par mes collaborateurs, et derrière, ma politique RH, elle a un impact. Le sujet, c'est que je n'ai pas d'outil qui fait ça. Alors, il y a eu la montée en puissance ces dernières années du BSI, du bulletin social Oui, individuel. Sauf que le BSI, c'est une tannée, parce qu'on a un petit bout à gauche, un petit bout à droite, et pour qu'il soit extrêmement juste à l'euro ou au centime près, globalement, il faut aller passer un temps fou, aller compiler des bases de données qui qui convergent pas toutes vers un seul outil. Donc, je pense qu'il faut, sur une petite structure, rester humble et simplement communiquer sur ce que l'on fait dans un premier temps. On peut aujourd'hui faire converger les avantages sociaux sur des plateformes identiques. C'est des offres qui sont en train de se déployer. Nous, on s'est mis sur ce créneau-là parce qu'on voit que de toute façon, les plateformes aujourd'hui d'avantages salariés au sens large sont en train d'émerger là où il y avait des plateformes par ligne de nage, c'est-à-dire chacun fait son produit tout seul. Il y a les possibilités de compiler tout ça. Et puis après, il y a évidemment pour les plus grands groupes une volonté d'aller vers le BSI. Le BSI, je pense que ça doit donner mal à la tête à pas mal de gens. Mais en tout cas, il y a un sujet sur la gestion. Et moi, ma conviction, c'est même pas mon intuition, c'est ma conviction, c'est que si on arrive à mieux piloter, alors on valorise mieux et alors on a plus d'impact. bien sûr. Alors, Céline, tu veux rebondir? oui, parce que même si BNP Paribas, effectivement, on est une structure, on est sur des sociétés avec un grand nombre de collaborateurs et des dispositifs assez mûrs, on est tous quand même dans la recherche de l'efficacité de nos dispositifs et notamment, ce que tu dis, le BSI, c'est un cauchemar. Aller construire un BSI, aller récupérer l'information de tous les dispositifs que vous avez mis en place, c'est très compliqué. Et puis aussi, ce qu'on rend compte, moi, ce que j'ai rencontré quand je suis arrivée sur mon dernier poste, c'est qu'en fait, le poids de l'histoire fait que vous avez activé des avantages sociaux avec différents acteurs. Et finalement, même vous-même, construire cette photo globale, elle est hyper compliquée. Et vous êtes dans la situation que vous pouvez aussi expérimenter dans votre situation personnelle, c'est que parfois, vous avez une carte, vous avez une assurance voyage, vous avez différentes choses, vous êtes couvert plusieurs fois, vous ne le savez pas. Et vous ne savez pas comment, qui vous devez activer. Donc, on a ce sujet d'efficacité, d'efficacité des coûts, d'efficacité des accès aux solutions d'avantages sociaux. Donc, même dans les grands groupes, nous, ce qu'on essaye, c'est vraiment de rationaliser et d'essayer au maximum de centraliser, parce qu'on a aussi des petites filiales où les RH, les équipes RH, elles ne sont pas très, très, très nombreuses. Et c'est le même RH qui va devoir aller négocier parfois sa santé, négocier ses tickets, négocier différentes choses. Ce n'est pas des acheteurs. Donc, plus on va sur des choses centralisées, plus on va gagner en efficacité pour les équipes et en efficacité pour les collaborateurs. Donc, c'est vraiment aussi un objectif qu'on poursuit dans les grands groupes. Ouais, cette slide est intéressante. Elle vient confirmer ce qu'on vient de dire. En gros, plus on est une grande entreprise, plus il y a d'expertise avec des départements différents qui gèrent tout ça, et donc plus ça dilue la lisibilité des avantages salariés. Il y a quand même la moitié des dirigeants qui disent ne pas avoir mesuré l'impact. Ça, pour moi, c'est dommage, parce qu'en fait, finalement, c'est un coup d'épée dans l'eau. Vous faites un investissement, vous dégagez des marges de manœuvre financières, vous faites un investissement sur les hommes, vous ne mesurez pas l'impact que ça a sur l'attractivité ou la rétention des talents. Et alors, cette question, elle est extraordinaire. À la question, pour 1 000 € de salaire brut versé, à combien estimez-vous le montant des avantages sociaux proposés? Vous êtes 92 dans le chat, je vous invite à vous poser la question. Peut-être que vous saurez répondre et que vous ne serez pas dans les 24% qui disent honnêtement ne pas le savoir, parce que je ne suis pas sûr qu'en fait les autres aient vraiment répondu juste. Donc, Elle est c'est un dure, peu cette la question question. piège. Oui, parce que en fait, la réalité, c'est que je pense que ceux qui sont dans le 101 à 200 ont plutôt raison. C'est ce qu'on observe. On observe qu'en fait, les avantages salariés, alors évidemment, en fonction des effectifs, ça peut varier, mais en moyenne, c'est un peu plus qu'un 13e mois. Donc, on va être là-dedans, on va être dans les 29%. D'accord. Et tout mis bout à bout, c'est-à-dire que quand vous prenez
la prévoyance, la mutuelle, le transport, les titres restaurants, qui est souvent le must-have, enfin c'est le pack de base. Hein. Et puis après derrière, ce qu'on a dans le CE, si on a, ou son patron nous donne parce qu'il n'y a pas de CE, etc. Tout ça mis bout à bout, vous allez voir que vous allez arriver à peu près à un 13e mois sur des salaires moyens à peu près 2000-2100 euros. Donc, on voit que c'est Très une intéressant. charge significative pour les entreprises et c'est un avantage aussi significatif pour les collaborateurs. Donc, on a vraiment intérêt à capitaliser sur ce qu'on met en place pour eux. Je reviens sur Florence avait posé une question tout à l'heure en disant est-ce que les congés supplémentaires donnés aux entreprises, ce sont des avantages sociaux? Évidemment. D'ailleurs, dans la première slide, on le voyait, on est passé peut-être un peu vite, mais il y avait quelque chose, et vous aurez de toute façon le support, qui parlait en fait de l'aménagement du temps de travail, ce genre de choses. Je pense que Florence a raison. Sur les jeunes générations, il y a une volonté encore plus forte que moi quand j'étais jeune à l'époque. Et je suis moins jeune, j'ai des cheveux gris. Et j'étais rentré dans cette époque où qu'on voulait avoir une meilleure qualité vie pro, vie perso. Je pense qu'elle est encore plus présente aujourd'hui. Donc évidemment, c'est un avantage salarié important. Et sur le transport, Stéphanie dit quand vous parlez de transport, c'est qu'on pourrait offrir au-delà des 50% de prise en charge obligatoire. Oui, vous êtes libre de le faire. Le minimum, c'est 50%. Vous pouvez aller à 100%. Dans les petites structures, je le vois souvent. Je prends la totalité de l'abonnement. Mais c'est ce que tu disais tout à l'heure. Elles sont Ouais. peut-être un peu plus agiles, les petites structures. Elles se permettent davantage d'aller au-delà des obligations. La totalité de l'abonnement, c'est-à-dire 43 euros au lieu de 40 euros à Paris, si on prend pour le sujet parisien, qui est en fait l'abonnement plus élevé en fait, des grandes agglomérations, c'est pas des gros investissements. C'est 40 euros par mois. Ouais. Je vais revenir peut-être sur les histoires de congés. Nous, ce qu'on a mis en place et ce qui est assez apprécié, c'est aussi un peu de flexibilité sur le nombre de jours de congés, où on donne aux collaborateurs la possibilité, on appelle ça le temps à la carte, d'aller racheter de façon assez simple finalement quelques jours de congés. Donc ça peut être par exemple des femmes qui ne veulent pas se mettre à 80%, mais qui veulent de temps en temps prendre leur mercredi après-midi, ou quelqu'un qui a besoin de un peu plus de vacances. Alors certes, ça, voilà, c'est pris sur le salaire, mais par contre, le salarié reste collaborateur à temps plein, c'est-à-dire que ça ne va pas non plus toucher sa participation, son intéressement et les autres avantages qui sont liés aussi parfois à leur temps de travail. Donc cette souplesse, c'est aussi quelque chose qui est très bien perçu et qui favorise, ce que tu disais, hein, l'équilibre vie perso, vie pro, qui est recherché par les jeunes, mais voilà aussi par d'autres catégories de collaborateurs qui ont d'autres aspirations parfois et qui veulent s'évader un peu de leur travail. Alors, on en vient à mon sujet chouchou. Petite confession, c'est mon sujet chouchou. On va parler marque employeur parce qu'il y a aussi cet enjeu-là derrière des avantages sociaux. C'est que ça peut devenir un véritable élément différenciant et ça impacte donc la marque employeur aussi à l'externe, au-delà de l'interne. Oui, évidemment, dès qu'on parle d'avantages salariés, on est au-dessus du package de base. Alors, il faut tuer tout de suite le sujet. C'est s'il n'y a pas le package de base, si on n'est pas compétitif sur les salaires, on peut faire tout ce qu'on veut, ça ne marchera pas. Voilà. Donc, il faut déjà être compétitif sur les salaires et la bonne pratique, c'est évidemment de faire une veille sur les packages salariés de votre marché, de vos concurrents, etc. Après, au-delà de tout ça, on rentre en fait dans pourquoi les gens resteraient chez moi et penseraient que finalement l'herbe est plus verte chez moi qu'en face. Là, ça va être, moi j'appelle ça le salaire affectif. En gros, c'est votre culture d'entreprise, évidemment, et ça c'est très important, mais c'est aussi ce que vous allez mettre autour du salaire. Et autour du salaire, c'est les avantages salariés. Ça remonte évidemment pour tous les dirigeants. Le fait qu'en fait, à partir du moment où je mets une politique d'avantages salariés efficace, en fait, c'est important et ça joue sur l'attractivité, ça joue sur la fidélisation. Mais finalement, euh, euh, alors, en fait, on enfonce une porte ouverte avec cette question. C'est est-ce que vous pensez que si vous mettez de l'argent au-dessus du salaire, ça va fidéliser les gens? Évidemment que les dirigeants vous disent oui. La réalité, c'est pas totalement vrai, parce qu'ils continuent à avoir du turnover dans les entreprises. Et il y a une étude de mon agence là, qui avait fait une étude sur le turnover en agence de com. On pourra vous la communiquer après dans le chat, qui disait que le turnover, ça coûte 6 fois les l'EBITDA dans une société. 6 fois les l'EBITDA. C'est-à-dire que si j'avais plus de turnover, je ferais 6 fois mon résultat.
Parce que le poste vacant, le temps de recrutement, la montée en compétences, tout ça, c'est des mois et des mois. Et sur quelques pourcentages de l'effectif, ça coûte très très cher. Voilà. Donc, l'impact sur la marque employeur, évidemment, elle est là, mais elle est sous-estimée. Un quart d'entre eux, cette phrase est importante, considèrent encore que leur politique d'avantages sociaux n'est pas d'effet significatif sur la marque employeur. Je pense que ça, c'est le sujet de ne pas piloter. Quand je ne pilote pas, je ne mesure pas. Et si je ne mesure pas, en fait, je vais un peu au doigt mouillé. Est-ce que ma marque employeur, elle est sous-estimée ou pas? En fait, j'en sais rien. Et donc, je vais vous dire, oui, oui, c'est important, mais c'est pas mesuré. Enfin, il y a assez peu d'impact mesuré par les dirigeants d'entreprise sur le sujet. En fait, quand on travaille avec les équipes de recrutement et qu'on échange avec eux, on se rend compte de plus en plus, les collaborateurs posent ces questions. Comme tu disais, il faut d'abord avoir le package de base parce que si le niveau de rémunération n'est pas au rendez-vous, de toute façon, ça ne marche pas. Mais il y a vraiment un réel intérêt pour ces sujets d'avantages sociaux et les candidats posent de plus en plus de questions sur ces dispositifs. Donc, il y a vraiment un rôle pour les entreprises et pour les équipes de staffeurs de mettre en avant tout ce qu'on peut faire. Au-delà des politiques d'avantages sociaux, nous, on a englobé ça dans une politique plus générale du CARE, puisque là, on parle des avantages sociaux durs, la prévoyance, la santé, les tickets resto, le remboursement des frais de transport, le socle. Mais au-delà de ça, il y a aussi toute la culture d'entreprise autour du CARE, donc avec des actions de prévention, avec ce que je disais, tout ce qui est autour du rôle vraiment de formation autour de l'éducation financière. Et voilà, les avantages sociaux sont un des éléments qui vont faire en fait que le collaborateur, il sera content de sa rémunération, il aura des avantages sociaux qui sont utiles pour son quotidien, pour ses besoins, et puis il se sentira aussi très bien dans l'entreprise. Donc nous, on met vraiment le focus là-dessus au niveau du recrutement. Avec bien sûr, quand vous allez recruter des jeunes, vous ne mettez pas forcément en avant les mêmes choses que sur des postes un peu plus seniors. Et puis en interne, voilà, en interne, c'est vraiment super important. Alors, il y a le BSI. Le BSI, ça vous donne la photo. Mais le BSI, j'ai envie de dire que ça vous donne la photo de ce qui existe et le poids que ça représente en termes de coûts. Mais ça ne vous dit pas comment l'activer, comment ça va vous faciliter la vie. Parce que si vous avez une mutuelle et que dès que vous appelez la hotline de la mutuelle, c'est une galère. Enfin, voilà, donc, il faut aller jusqu'au bout de la démarche et rendre les avantages sociaux simples à utiliser pour le collaborateur. Et puis, trouver les moments opportuns dans l'année. On ne va pas les réunir tous pour leur parler pendant 2 heures de tous les avantages sociaux, mais il faut surfer aussi sur l'actualité. Là, on parle beaucoup de tout ce qui est baisse de prise en charge en cas d'arrêt de travail. On parle aussi beaucoup d'inflation médicale. Donc, je sais que nous, on surfe aussi beaucoup là-dessus, sur l'actualité, pour les éduquer sur les dispositifs qu'on a dans l'entreprise, avec comme vraiment objectif qu'ils les utilisent et qu'ils les activent, parce que si on les a mis en place, c'est pour eux. Je fais juste une dernière remarque. Je pense que ça fait pas si longtemps que ça qu'en fait, dans les job boards, on commence à voir le package plus un certain nombre de lignes en dessous. Vous aurez ça, vous aurez ci, vous aurez même la corbeille de fruits. Bon, après, on va dans des choses un peu plus exotiques, mais on commence à voir apparaître dans les offres d'emploi le petit paragraphe qui va bien en dessous de la rémunération. Ça montre bien qu'en fait, les avantages sociaux jouent un rôle sur la marque employeur. Je suis quand même étonné dans l'étude qu'il y a encore 15% des dirigeants qui pensent que les avantages sociaux ne vont pas améliorer l'image externe de l'entreprise. C'est pas vrai du tout. Voilà. Et puis pour la rétention des talents, ce que tu disais, perdre des collaborateurs, ça a un coût. Voilà, faut recruter, il faut former les nouveaux. Et donc c'est aussi important, une fois qu'ils sont dans l'entreprise, de continuer à communiquer et puis de montrer aussi ce que vous faites parfois de différenciant par rapport aux autres. Parce que je crois qu'aujourd'hui, la palette des avantages sociaux, en plus, elle est quand même très large. Donc, je sais que nous, par exemple, à chaque NAO, la NAO, c'est vraiment très en lien avec l'augmentation des rémunérations. On associe toujours une thématique avantages sociaux pour vraiment lier ça au package de rémunération globale des collaborateurs. Stéphanie met une information importante dans le chat en disant que la ministre a parlé hier avec un projet de loi à venir sur l'utilisation des titres restaurants. C'est quelque chose que je connais très bien parce que je l'ai rencontré, la ministre, sur le sujet.
Et on a Ah, beaucoup discuté, oui, puisque comme tout émetteur de titres, à un moment donné, on a été consulté. d'accord. Il va y avoir évidemment du changement qui était attendu de tout le monde. Euh, je pense que le sujet de la réforme du titre restaurant, sans rentrer dedans, ça pourra faire l'objet peut-être d'un autre webinaire un jour. Le sujet de la réforme du titre restaurant, c'est qu'en fait, il y avait des usages d'un côté et une loi qui datait de 1967. Typiquement, je vous donne juste un exemple. Normalement, votre titre restaurant, vous n'avez pas le droit d'utiliser dans le département limite, au-delà du département limitrophe de votre lieu de travail. Bon, je pense que personne ne le respecte. Donc, tout ça, ça a été nettoyé. Il y a aussi le fait qu'en fait, 6 personnes sur 10 aujourd'hui se préparent à manger et l'amènent au boulot. Et ils achètent ça avec des titres restaurants. Ah Donc, le oui. fait qu'on puisse, avec les sujets de pouvoir d'achat, étendre la possibilité d'acheter des produits non directement consommables, comme un sandwich, etc., dans la grande distribution, c'était important. Donc voilà, Et il y a, justement, il y a Anne-Sophie qui partage le lien d'un article voilà, de Anne-Sophie, Mucho sur la réforme. Ouais, merci voilà. Anne-Sophie. Non, Et mais ça, c'est des sujets de pouvoir d'achat. Ça va hmm, pas changer grand-chose, si ce n'est que ça va être un peu plus assoupli et plus facile à utiliser. Donc, vous aurez un impact sur le sujet. Par contre, il y a pas 2 euros de plus sur l'exonération, malheureusement. Ça marche hmm, pas. hmm. On a parlé marque employeur, on ne peut pas parler de marque employeur sans parler rétention. Tu l'as déjà abordé, Céline. Et donc, qui dit rétention dit engagement, parce qu'il y a aussi cet impact-là, déjà à l'interne, avant même de ce qui se passe à l'externe, il y a l'impact interne. Tu veux prendre, Céline, ou Écoute, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. Je pense que Oui, c'est, aujourd'hui, les collaborateurs. Alors, nous, on était dans un grand groupe où, en gros, jusqu'à encore récemment, les collaborateurs, ils rentraient dans le groupe et puis ils restaient jusqu'à leur retraite. En fait, quand on commence à regarder le turnover, c'est plus vrai, hein. En fait, vous êtes jeune, vous rentrez dans un ah groupe oui. comme BNP Paribas, il y a de fortes Je crois que chances c'est que. 8 entreprises dans sa carrière, la moyenne, je crois. Ouais, Et bah, ouais, voilà. Donc, c'est vrai les que carrières sont moins linéaires qu'auparavant. Ouais. exactement, carrières sont moins linéaires. Voilà, les collaborateurs maintenant sont plus à même de se dire ben, que potentiellement d'autres entreprises peuvent leur offrir aussi des jobs et puis des dispositifs intéressants. Donc il y a vraiment un enjeu, hein, sur ben, toujours retenir nos talents, retenir les collaborateurs qui sont clés pour l'entreprise. Et effectivement, enfin voilà, les avantages sociaux, avec le package, avec les politiques plus larges, hein, de culture d'entreprise, sont clés. Et ben, nous, c'est des sujets qu'on commence à mesurer. Donc, c'est vraiment intéressant aussi de regarder des KPI là-dessus. Tu parlais, je ne sais plus combien de pourcentage le nombre d'EBITDA qui coûte. Enfin, 6 fois les bidas. voilà, typiquement, voilà, c'est ce qu'on va nous aussi commencer à mesurer. Et donc, la politique avantages sociaux, c'est vraiment clé, je pense, pour contribuer en fait à l'attachement des collaborateurs Mhm. pour leur entreprise. Pour moi, les avantages sociaux, quand vous êtes dirigeant, c'est vraiment les signaux que vous donnez, vous pouvez donner à vos collaborateurs pour, ben, c'est la manifestation de l'attention que vous leur portez. Oui, c'est Parce que ça. si vous faites attention à vos collaborateurs, ben, vous mettez en place une politique d'avantages sociaux Mm. pour eux et qui leur correspond et dont ils ont besoin. Je vois que l'heure tourne, Anaïs, puis j'aimerais pas qu'on perde du temps pour les questions des gens qui sont connectés. Donc, je propose qu'on avance un peu plus vite, si ça te va. Oui, Ouais. sur les conseils pratiques, déjà. Alors, les conseils. Grand 1, intégrer les avantages salariés dans une stratégie RH globale, centraliser les dispositifs d'avantages sociaux. Ça me semble, en fait, derrière ça, il y a le sujet du pilotage. Piloter, si vous pilotez, vous mesurez, si vous mesurez, vous savez ce que vous donnez, qui est un coup d'épée dans l'eau, ou ce que vous savez là où vous poussez. Ceux qui le font, enfin en tout cas nous, nos clients, lorsqu'ils le font, on voit un réel impact en fait dans l'engagement de leurs collaborateurs, dans leur culture d'entreprise. Ils sont perçus comme des gens modernes et dynamiques sur le sujet. Je pense qu'on a tous aussi, enfin, n'importe dans quelle taille d'entreprise on est, on a tous des soucis de gestion des coûts, hein, d'efficacité. On est de plus en plus challengés sur ces sujets-là. Et quand vous mettez en place une politique et que vous êtes capable de mesurer ses effets, qu'elle est centralisée, que ça vous coûte peu en termes de coûts de gestion, c'est vraiment clé pour les dirigeants, pour le collaborateur, pour les équipes RH.
Grand 2, moderniser les avantages prépayés pour plus de personnalisation. Alors, on est dans un pays où on donne tout à tout le monde ou rien à personne. Donc, c'est compliqué parce qu'on a 2 millions d'histoires derrière nous de dialogue social à la Germinal où le patron et le patronat. Je fais exprès de grossir le trait, mais c'est un peu ça. Je pense qu'on rêve tous de ce qui se passe chez les pays anglo-saxons ou chez nos amis les Belges. Ce que moi, j'adorerais faire avec Mucho, ça s'appelle le cafétéria plan. C'est vous mettez un catalogue, les gens piochent dedans. Malheureusement, bah, on ne peut pas mais on peut arriver sur certaines poches à faire des choses. Et, et moi, je pense que dans la personnalisation, on pourrait aller voir à budget égal. Nous, on l'a monté chez Mucho. Dans notre carte, on a ce qu'on appelle une cagnotte flex. Vous vous embêtez plus à dire, tiens, voilà quelque chose pour la culture, pour les vacances, pour, un peu comme le CE faisait. N'hésitez pas à utiliser. C'est vous donner un montant et les gens dépensent et ça va dans la bonne poche qui va bien, exonéré de charges. Ça existe. Il y a des solutions. Ils en font On ce qu'ils pourra- veulent après, c'est ça? Ils en font ce qu'ils veulent, ils peuvent aller au théâtre comme ils peuvent. Nous, on le fait chez Mucho. Moi, tous les mois, je verse dans la cagnotte flex un montant. C'est pas des grands Ok. montants, on n'est pas une grosse Je société. peux, je Mais peux ça, payer après, mon Netflix, par exemple. je peux me payer mon Netflix avec l'avantage culture, mais il y en a qui vont leur payer la salle de sport, il y en a qui Ah, vont. bien sûr. Ok. Moi, j'ai rechargé sur Orange j'ai fait une recharge de 10 euros pour mon fils qui avait éclaté son forfait. Ben voilà, on peut faire tous des choses comme ça, c'est exonéré. Et ça, c'est une vraie Euh, réponse, parce que là, tu es vraiment dans la surpersonnalisation, pour le coup. Oui, oui, bah ça. Alors, on ne pourra pas tout faire. Ça, on ne pourra pas dire, voilà, il y a une personnalisation de la mutuelle, par exemple, parce que par définition, la mutuelle, c'est mutualisé. Hmm. On ne pourrait Non, pas mais déjà, en termes de pouvoir personnaliser. d'achat. Oui, mais sur le pouvoir d'achat, on peut le faire sans la carte, Hmm. on sait le faire. Euh, Top. sur les dispositifs d'épargne salariale, on est capable de personnaliser plutôt par groupe de personnes que par personne. On ne peut pas dire lui, il a plus d'abondement que l'autre, mais on sait faire des objectifs différents pour certains et pas pour d'autres. Donc, il y a encore. On peut les aider à voilà, C'est diriger leur... naviguer là-dedans. Alors, du coup, Donc, Christophe, pour il y a, nous, il y a- c'est ça. il y a la question qui titille un petit peu là, de Stéphanie. Elle va être intéressante à explorer. Elle dit, est-ce que c'est pas un peu contrer la rémunération brute chargée? Bah, c'est la compléter. C'est en fait, vous êtes tous dans le même. Enfin, moi, je suis chef d'entreprise. Vous êtes tous. Vous pilotez de la masse salariale. Est-ce que vous préférez donner 1 euro qui vous coûte 1,43 ou donner 1 euro ou même 1,43 qui coûte 1,43 enfin, on est capable d'aller chercher plus, quoi. Hmm. Et on est quand même des champions en France. Et notamment, regardez le code de la sécurité sociale pour avoir des exonérations et des poches d'exonération un peu partout. Soit on le pilote et on essaie d'optimiser. Il y a dans le board de DRH, par exemple, avec Céline, on a la DRH de Wavestone qui nous dit, nous, c'est très compliqué parce qu'en fait, les consultants en stratégie, ils veulent que du salaire. Donc, en fait, on donne que du salaire à assez peu, finalement, d'avantages salariés comme ça. Donc, ça va dépendre. Mais la réalité, Stéphanie, vous avez raison, c'est il faut contrer la rémunération brute chargée parce qu'en fait, le coût du travail est élevé et vous avez très peu de marge de manœuvre. Je ne sais pas comment, enfin, je croise encore moins de dirigeants maintenant, mais je n'ai jamais croisé beaucoup de personnes qui disent bah, je vais donner 10% d'augmentation tous les ans pendant 10 ans. Ça ne marche pas comme ça. C'est même Hmm. toujours très serré. Lorsque les périodes de NAO arrivent, les marges de manœuvre financières elles sont très, très ténues. Et donc, il faut être des vrais architectes de politique sociale. Et je pense il y a des choses qu'on peut faire. Le plus dur, c'est d'être spécialiste en tout. Et là, il y a des gens qui peuvent vous épauler. Voilà, mais en tout cas, je vous donne un exemple. Vous faites tous ça, parce que vous êtes au niveau des RH. En tout cas, si vous ne le faites pas, je vous invite à le faire. Renégocier vos contrats de mutuelle. Si vous allez en tirer quelques dizaines de milliers d'euros pour les plus gros ou quelques milliers d'euros pour les plus petits, réinvestissez-les dans le pouvoir d'achat de vos salariés. Et ça, renégocier son contrat de mutuelle, je peux vous dire qu'il y a souvent des poches financières qui sont assez conséquentes, qui permettent après derrière de faire autre chose. Donc, par exemple, Très la mutuelle, clair. il est bon. Je pense qu'il faut aussi se poser la question des garanties qu'on propose qui parfois ne sont pas activées et qui peuvent coûter un peu cher. Est-ce qu'une Donc, cure thermale est normale dans le voilà, collectif? je pense que parfois, il faut vraiment se poser la question de savoir ce qu'on est en train de proposer. Est-ce que ça répond Hmm. vraiment à des besoins? Et puis, il ne faut pas se cacher, hein, on a tous des problèmes de coûts. Donc, comme tu dis, une NAO, c'est des montants astronomiques mis en jeu. Donc, si on peut bénéficier de poches hein, pour optimiser l'argent qu'on souhaite Hmm. consacrer à nos collaborateurs, je pense que tout le monde est gagnant. Et puis, comme tu le dis, la flexibilité, on en rêve tous. Donc, dès qu'on trouve une petite solution pour offrir un peu de flexibilité, enfin, je sais que nous, on va à fond là-dedans parce que c'est ce que veulent aujourd'hui les collaborateurs. On a parlé de la mutuelle, voilà. Valoriser les complémentaires santé Ouais. pour se différencier. Oui, alors c'est aussi, ça on a voulu le mettre dans la présentation,
à chaque fois que j'ai discuté avec un dirigeant chez Mutuo, en fait, les gens disent oui, mais la mutuelle, c'est obligatoire. La mutuelle, c'est obligatoire au niveau conventionnel. Tout le monde n'est pas payé au SMIC. Et ben, tout le monde n'a pas la mutuelle conventionnelle. Et la réalité, c'est que je connais assez peu d'entreprises. C'est souvent, par contre, dans l'associatif qu'on retrouve le minimum conventionnel. Quand on est dans le privé, l'entreprise, les mutuelles, elles sont au-delà du conventionnel. Et donc, c'est ça qu'il faut valoriser. Aujourd'hui, moi, je dois te donner ça et je fais 2 ou 3 fois ça. Et activer l'épargne salariale, je veux y passer du temps. Je pense que Céline, en plus, a beaucoup de choses à dire là-dessus. L'épargne salariale, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, c'est vraiment un impact très, très, très fort sur le salarié. Alors, évidemment, il faut pouvoir le faire. C'est moins un sujet de moyens qu'un sujet de perception de la complexité à mettre en place. Et je ne vous casse pas que j'avais la même perception auparavant, euh, beaucoup moins maintenant qu'on travaille sur ce sujet-là. Je pense que si vous arrivez à mettre en place le partage de valeur, soit par l'épargne salariale, par l'épargne retraite dans votre entreprise, vous aurez beaucoup. Enfin, je mets mes 2 mains et je suis prêt à prendre le pari. Vous aurez beaucoup plus de rétention de vos talents. Ça a un impact très très fort sur vos salariés, tout simplement parce qu'en fait, pour le coup, ils savent qu'ils ont de l'argent qui est épargné. Ils savent que si vous mettez de l'abondement, ils savent que vous abondez. Et il y a ce retour très fort de l'entreprise finalement partage sa valeur et donc me donne une bonne image d'entreprise responsable. Et ça engage beaucoup les salariés. Donc je vous invite vraiment à regarder ces sujets-là s'il est encore sous le coude. C'est pas si difficile que ça à mettre en place. Pour les petites structures, c'est assez facile à accompagner. Sur les grosses structures, ça l'est un peu plus, mais souvent on est aidé après derrière par ces équipes, par la direction financière ou par les acteurs. Ça Mutuo accompagne sur ça. Nous, oui. Alors, nous, on est vraiment sur l'épargne salariale, on est en inter-entreprise. Hein. On a un fonds inter-entreprise d'épargne et de retraite qui s'appelle Mutuo Avenir, qui est déposé à l'ARF. On fait ça évidemment avec BNP Paribas épargne retraite entreprise. Donc, en fait, on n'a qu'un seul acteur. Pour le coup, autant sur la mutuelle, en fait, on distribue tout le monde. Là on est BNP. Mais on accompagne évidemment. Nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est plus gamifier et plus valoriser l'épargne et notamment l'abondement sous un espèce de slogan qui est chez Mutuo, tu prends ta part du gâteau. C'est un peu ça. Il faut que tu prennes ta part du gâteau parce qu'en fait, c'est la partage de valeur, donc prends ta valeur. Ouais, mais c'est ça, c'est ça. Céline, tu voulais compléter? C'est vrai que cette thématique partage de la valeur, elle est au centre des discussions aujourd'hui. Et c'est vrai que l'impact de l'épargne salariale, il est très fort en termes de rétention. Quand vous mettez en place de l'épargne salariale, vous aidez les collaborateurs à épargner facilement parce qu'un effort d'épargne, c'est pas simple à faire quand vous devez épargner sur votre net à la fin du mois. Donc là, vous leur donnez des outils pour leur faciliter ce travail d'épargne qui va les aider quand ils sont jeunes, soit pour voyager, soit pour s'installer, à différents moments de la vie. Et puis, on a beaucoup maintenant quand même dans les distributeurs de ces solutions-là, beaucoup d'apps en fait, qui sont hyper simples à activer et qui jouent aussi un rôle assez important en termes de pédagogie pour expliquer quels sont les avantages, comment ils peuvent l'utiliser, et puis même sur les dispositifs de retraite, je sais que nous, on l'utilise beaucoup. Maintenant, il y a beaucoup de connexions aussi avec le site de la retraite de la Sécu. Voilà. Vraiment, en termes de rétention, nous, c'est l'épargne salariale, c'est vraiment quelque chose qu'on met en avant. Parce que quand vous arrivez à donner des montants un peu significatifs et que vous mettez ça en parallèle par rapport à des mois de salaire, voilà, même si on ne va pas jusqu'au mois de salaire, ça porte un vrai message pour les collaborateurs. Ouais, pour terminer sur le sujet, pour moi, si vous avez quelques centaines à distribuer, allez vers du pouvoir d'achat, des systèmes de cartes ou augmenter votre participation sur la mutuelle, ce genre de choses. Ça, c'est dans les best practices. Si vous avez des milliers d'euros, ne vous prenez pas la tête à essayer de trouver toutes les niches pour les additionner. Vous mettez de l'épargne salariale, ça plaira à tout le monde. Si tant est qu'en fait, derrière, vous ayez après un gros impact en communication auprès de vos collaborateurs. Est-ce que vous avez des questions dans le chat? J'en profite pour tendre une perche. Et en attendant, moi, j'ai une question. Est-ce qu'on peut récupérer cette étude Mutuo? On peut récupérer cette étude Mutuo. Normalement, dans le chat, il doit y avoir mes équipes, Anne-Sophie et Marion, s'ils peuvent mettre le Oui, le parce que lien je pense vers que ça l'étude. pourra intéresser notre audience. Il y a plein de petites choses à récupérer, à Elle sera envoyée à savoir. tout le monde par mail.
Tout le monde. Ah, Personne mais ne voilà, c'est encore mieux. Très, très bien, parfait. Je vois pas nécessairement de questions. Ah si, Baptiste, quel montant peut-on accorder en avantage exonéré en restant facilement utilisable, sans compter la partie épargne? Alors, je vais griller Baptiste. Baptiste fait partie de mes équipes. Donc, en fait, c'est une question orientée. Mais Baptiste, c'est pas bien de faire ça parce qu'en fait, on communique parce Fallait que pas le dire. l'avantage. Je Non, bah rigole. si, il faut le faire. Les avantages salariés, si on les cumule tous sur la partie exonérée, pas la partie carte, par exemple, ça peut aller jusqu'à 6 000 euros. Je vais vous dire mon avis, c'est que si vous avez 6 000 euros à donner, déjà, c'est que vous êtes très très riche et j'en ai jamais rencontré. Si vous avez 6 000 euros à donner, mettez-le dans l'épargne salariale, mettez-le pas dans une carte. Voilà. Avec l'étude Insight sur Mais, l'engagement collaborateur. mais à coup pas de Baptiste, je crois. Il est malin. Il est malin, Baptiste. Tu sais ce que j'aime, Christophe, c'est ta transparence. Mais J'aime oui. beaucoup. Non, mais vraiment, j'aime beaucoup. Mais ça Merci. prouve que mes chargés de compte, en fait, ils sont connectés et Ils ils regardent. sont à Ils fond regardent et ils sont à fond. Écoutez, je pense qu'on arrive au bout de ce webinaire. En tout cas, au vu des quelques réactions, j'ai l'impression que beaucoup de personnes ont apprécié tous ces partages. Moi, j'ai passé un super moment. En tout cas, j'ai appris pas mal de choses à vos côtés. Je trouve que c'est un sujet dans l'air du temps. On a besoin d'éduquer aussi sur ça et ce genre de webinaire sert à ça. Est-ce que Christophe ou Céline, vous avez un mot de la fin à partager? Alors oui, Déborah, le replay est envoyé automatiquement à la fin de ce webinaire. Vous le recevrez par mail. Un mot de la fin peut-être, Céline ou Christophe? Moi, j'étais ravie de passer ce moment avec vous. Moi, j'ai découvert ces sujets d'avantages sociaux il y a une quinzaine d'années. J'ai voulu m'échapper, puis finalement, je suis revenue. C'est des sujets passionnants. Quand vous Ça vous te suit. occupez d'avantages sociaux et de rémunération, vous couvrez un spectre de sujets hyper large. Voilà, l'épargne, vous pouvez aller négocier avec des acheteurs. Et puis, ce qui est hyper important, enfin, pour moi, qui naît d'une formation qui ne me prédisposait pas du tout à travailler dans la RH, c'est que vous vous occupez en fait de vos collaborateurs et de ce que vous pouvez leur apporter. Donc, si le message que j'essaie de faire passer, parce qu'on a du mal à recruter sur les métiers complètes ben, venez dans les métiers complètes ben, c'est passionnant. Et le sujet des avantages sociaux, c'est vraiment un terrain de jeu super intéressant. Mais qui sait, Merci. vous avez peut-être réveillé des vocations aujourd'hui, on ne sait pas. Voilà, super. Ouais, donc moi, le mot de la fin, c'est surtout piloter, 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 mesurer. Et vous verrez qu'après, derrière, la communication, elle est beaucoup plus simple quand vous pilotez ce que vous mettez en place. Et quand vous le mesurez, vous verrez l'impact. Et on retrouvera ce que dit Céline, c'est-à-dire que derrière, après, sur la culture de votre entreprise, sur l'engagement de vos collaborateurs, vous le ressentirez. J'enfonce une porte ouverte, mais malheureusement, ce n'est pas encore assez fait dans les entreprises. Merci Et en tout cas à tous. regarde Christophe, regarde-moi ça comme c'est beau. Stéphanie qui dit, je retiens cette phrase. C'est la manifestation de l'attention que l'on donne aux collaborateurs au-delà du salaire. C'est beau ça. Voilà. Merci pour vos réactions. Vous avez été hyper Merci à tous. investis, hyper impliqués. Moi, je vous retrouve mardi prochain. Ce sera le dernier webinaire de la saison. On parlera de transparence salariale. On a hâte de vous retrouver. Et puis après, ça sera l'été, les vacances, le soleil, tout ça, tout ça. Merci encore, Christophe et Céline. J'étais hyper contente de vous avoir avec nous aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Et puis, bonne journée à tous. Encore merci. À bientôt.